Je sais que ça marche pas, mais. On va avoir le feedback bientôt. Nous C'est sommes bon, en c'est bon. ligne. Allez. On s'en passe pas ce jingle. Pour ceux qui sont en replay, vous avez un quart de jingle. Pour ceux qui sont présents, grâce au mode focus, vous l'avez eu presque en plein écran. Bonsoir à tous. Bonsoir pour ce nouvel épisode de l'émission du Club Power BI. Je vous rappelle, un format court, 45 minutes maximum, dans lequel deux invités nous accompagnent, Guillaume et moi, pour parler des nouveautés, de l'actualité, de ce qui se passe dans le monde de Power BI pour savoir tout ce qu'il y a de nouveau pour le coup. Et aujourd'hui, nous recevons les deux organisateurs du Club Power BI de Strasbourg, donc l'Alsace à l'honneur, le Grand Est à l'honneur aujourd'hui. Philippe Gégère, David Gérard. Bonjour messieurs, vous êtes là pour commenter l'actu, décrypter les nouveautés et nous donner vos avis. Philippe, c'est quoi ton actualité en ce moment? Ah, ça va être. C'est deux sessions qui vont venir samedi. Le SQL Saturday, hein. Ça fait quelques temps que j'en ai pas fait. En tout cas, en France, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, Jean-Pierre, je crois, hein. Exact. Et c'est celui d'Haïti. J'ai deux sessions, un sur Power BI et l'autre sur Azure, pour les DBA. D'accord. Tu prends l'avion à quelle heure? Je prends l'avion en voiture pour aller. Parce qu'en fait, c'est tout à distance. D'accord, ok. Encore des événements virtuels? Bah, quoique aujourd'hui on est en virtuel aussi, mais ça commence à reprendre. David, quelle est ton actualité à toi? Pour moi, ça a été assez ralenti sur le mois d'avril, puisqu'il y a eu des congés. Donc, je suis revenu cette semaine. Donc, c'était un peu tranquille, on va dire. J'ai pas trop pensé BI. Mais sinon, je suis en train de mettre en place un entrepôt de données, ou d'améliorer en tout cas les entrepôts de données que j'ai en cours. Voilà. D'accord, donc la meilleure source de données possible pour des rapports Power BI et des modèles Power BI. Ben, Tout à fait. messieurs, bienvenue dans l'émission. Et bien évidemment, j'ai oublié de présenter Guillaume, mais Guillaume, notre chroniqueur, qui nous fera le petit tour du web pendant cette émission et qui n'hésitera pas à commenter aussi l'actualité. Alors, comme d'hab, le format, ben, en fait, on se base sur les nouveautés du mois d'avril. Je vous mets le lien dans le chat si vous voulez suivre, hein. Je vous rappelle, vous pouvez aller voir sur le blog. Et donc, parmi ces nouveautés, bah, l'idée, c'est d'aller les décrypter, d'aller en parler, d'aller, pourquoi pas, faire des petites démos. On va voir ce que Philippe et David nous ont gardé sous le coude pour cette émission. Et bah, sans plus attendre, partons directement. On démarre avec cette séquence hein, de démarrage. Quelle est la grosse news? La grosse annonce en plus. Et c'est bizarre, il n'y a pas eu le son, Guillaume. Je ne sais pas ce qui a coupé, mais c'est pas grave. On s'en lasse pas. Muté, La grosse news. Ah, mais en fait, t'es en mute, c'est peut-être pour ça. Oui, alors je vais le refaire avec le son. Alors, tous les mois, on essaye de démarrer avec finalement la nouveauté parmi toutes les nouveautés qu'on a dans le produit Power BI qui a le plus d'impact, ou en tout cas qui est suffisamment important pour qu'on y consacre une grosse partie. Par qui on commence, Philippe? Pour toi, c'est quoi la grosse annonce ou la grosse nouveauté qu'on a ce mois-ci qui va avoir un impact pour tous nos utilisateurs? En fait, c'est la migration des workspaces classiques vers le Modern Workplace dans Power BI Service. Ça a l'air de rien. Oula, Ouais. ouais. Ça a l'air tout bête, Microsoft va forcer la migration, mais c'est plutôt une des conséquences de la migration, c'est que à l'époque, quand on était tout au début, il y a à peu près il y a 3-4 ans, voire 5 ans, quand on crée une équipe Teams, si tu te souviens, ça crée automatiquement un workspace. Alors il y a des gens qui se retrouvent avec des workspaces en pagaille dans Teams, pardon, dans Power BI, puisque chaque fois qu'il y avait un groupe Teams, c'était le workspace correspondant. Et donc, du coup, encore aujourd'hui, il y a des gens qui ont des workspaces, des espaces de travail, je devrais dire, des espaces de travail dans Power BI en pagaille. Et donc, c'est pas tant la migration qui m'intéresse de forcer le passage du mode classique des espaces de travail vers le moderne, c'est que Microsoft va en profiter pour purger tous les workspaces vides, ancienne génération, et en fait, on va se trouver un petit peu plus allégé. Ça, c'est pour moi la grosse nouveauté. Ça va vraiment simplifier la vie de certains workspaces qui servent à rien, en fait.
Ouais, donc au final, c'est pas une nouveauté dans les fonctionnalités, mais c'est finalement une continuité, une annonce de ce qui avait été, parce que je crois qu'ils en avaient parlé il y a des Oui. mois et des mois, qu'il y avait ce plan de migration des classiques vers les espaces de travail modernes. Donc là, ça y est, on arrive en bout de course, on n'a plus trop le choix. Et donc ça, toi, tu le vois comme plutôt bénéfique pour les utilisateurs pour pouvoir améliorer le quotidien. Ouais, exactement. Ouais, ouais. Alors, ça va faire du nettoyage, ça va faire du bien. Mais c'est vrai que tu dis, ça fait au moins 1 an et demi, je me souviens qu'ils avaient montré les plannings, ils ont pris leur temps, mais au moins on y arrive. Encore que tu as Alors, encore, t'as encore les moyens de bloquer, si tu veux pas qu'ils suppriment les anciens vides, tu as la possibilité, l'administrateur a encore la possibilité, donc pendant quelques jours encore, de positionner un flag pour éviter ce genre d'opération. Mais, à mon avis, il vaut parce mieux. que Parce que l'impact, il est finalement, moi, ça va juste m'alléger ma liste de workspace que j'ai là, mais finalement, le vrai impact, ça va être plutôt sur les admins. On est en Oui, phase. ouais, on est en phase. Ouais. On est en phase. Et d'ailleurs, n'hésitez pas dans le chat hein, si vous voulez réagir, hein, vous n'êtes pas d'accord, vous êtes complètement d'accord, que ça a un impact pour vous, n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Et toi, David, tu es en phase avec Philippe. Pour toi, parmi les annonces que Microsoft a annoncées, est-ce que tu es en phase sur le fait que la grosse annonce, c'est ce nettoyage enfin qui arrive, le bout de chaîne des classiques workspace qui vont enfin disparaître ou finalement. Oui, oui, pour moi, oui, je pense que c'est une nouvelle assez intéressante, effectivement, importante, oui. D'accord, avec cet impact, toi, ça va te simplifier la vie sur ta liste de workspace? Non, pas spécialement, mais je pense aux administrateurs, effectivement, qui avaient beaucoup d'espace de travail à gérer. Voilà, ça va leur faciliter la vie. Pour l'utilisateur en lui-même, je pense pas, parce que bon, un utilisateur lambda va se consacrer sur un ou deux workspaces qu'il connaît déjà, il va pas s'occuper des autres spécialement, quoi. Donc, point de vue administrateur, oui, je pense que ça va être un gros soulagement pour les administrateurs. Oui. Ou un gros casse-tête si jamais ils doivent anticiper ce nettoyage Ouais, ouais, tout pour à le coup. fait. Et oui, je vois dans le chat, en effet, aujourd'hui, on doit préciser V1, V2, etc. Je pense d'ailleurs que même des gens qui se sont mis à Power BI il y a même ne serait-ce qu'un an n'ont même pas cette notion de V2. Pour eux, ils connaissent que les nouveaux. Donc, en effet, ça va simplifier, ça va simplifier tout pour tout le monde. Donc, toi, tu aurais mis quoi en grosse annonce, David? Pour toi, c'est quoi qui a le plus d'impact pour les utilisateurs ou toi, ton quotidien de Power BI? Moi, ce que je trouve intéressant parmi les nouveautés, c'était le Modern Visual Tooltip, par exemple, qui permet à tous les utilisateurs, vraiment là, à ceux qui vont lire les rapports, d'améliorer en tout cas la possibilité d'explorer plus les données. Voilà, de faciliter l'exploration des données. Donc, pour moi, ce qui est intéressant, c'est Visual Tooltip, le moderne Visual Tooltip. D'accord. Alors, on est encore une fois avec moderne, classique, etc. Donc, le tooltip, c'est quand je passe ma souris, j'ai une petite boîte noire qui me donne les informations Oui. Une concernant le infobulle, en point que je fait. suis en train de regarder. J'ai une petite démo, si vous voulez. Donc, je peux partager mon écran et puis montrer ce que j'ai. Ouais, qu'on voit bien ça. Hein. Donc, je vais partager mon écran. Voilà, vous pouvez confirmer que vous voyez bien mon écran? Oui, Yes. c'est bon. Ouais. Alors, le classique tooltip, on l'a quand on survole un visuel. En fait, quand on survole une partie d'un visuel, on a un petit encadré noir qui s'affiche avec des informations complémentaires sur ce que l'on survole. Et donc, le moderne Visual Tooltip, c'est un fond blanc. Alors, ce n'est pas ce qu'il y a de plus moderne en soi. Pour l'activer, en tout cas, il faut aller dans les settings, options, et puis activer deux choses. Alors ça, il y a un truc très important à savoir, il faut activer deux choses. Et moi, je me suis fait avoir au début. Premièrement, au niveau des paramètres globaux, il faut aller dans paramètres, Preview Features, activer Modern Visual Tooltips, mais ce n'est pas tout. Il faut activer également une deuxième chose au niveau du fichier actuel, les paramètres du rapport, et là, faire défiler jusqu'en bas et aussi activer ça. Parce qu'au départ, j'avais juste activé celui dans les paramètres globaux et bien sûr, ça ne marchait pas. Donc, il faut bien activer celui-ci également, Dans, utiliser.
D'ailleurs, la nouveauté là, qui a été annoncée ce mois-ci, c'est ce qu'on voit là, with drill action and updated styling, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Voilà, c'est la grosse nouveauté du mois, c'est la possibilité d'utiliser du drill action. Voilà, tout à fait. Donc maintenant que j'ai activé ces deux propriétés, quand je vais survoler mon visuel, dans un premier temps, je vais avoir un visuel sur fond blanc. Alors rien de particulier là-dessus, c'est pas une grosse nouveauté. Mais par contre, quand on a un visuel qui a une hiérarchie, comme là ici j'ai un visuel qui a une hiérarchie, j'ai tout d'abord une catégorie et ensuite un modèle en dessous. Quand je viens survoler le visuel, j'ai en plus la possibilité d'avoir un petit bouton qui me permet d'accéder donc aux détails de cette catégorie en particulier. Je pense que ça, d'un point de vue utilisateur, c'est intéressant parce qu'avant, l'utilisateur devait aller voir sur les flèches, qui n'est pas forcément très explicite de ce que l'on peut faire sur un visuel. La deuxième possibilité que l'utilisateur avait pour pouvoir explorer ces données, c'est de faire un clic droit et d'aller chercher dans le menu contextuel le drill down. Donc, point de vue exploration de données, je pense que c'est très intéressant parce que la plupart des utilisateurs, ce qu'ils vont faire, c'est lire un visuel en le survolant avec la souris, obtenir les informations via le tooltip, via l'infobulle, et ensuite découvrir qu'effectivement, ils ont la possibilité d'explorer un peu plus. Et je pense que c'est plus convivial pour l'utilisateur que d'aller chercher au-dessus ce que peuvent vouloir dire ces flèches, ou encore pire, faire un clic droit dessus. Donc ici, drill down, et je peux y accéder. Maintenant, OK, la nouveauté du mois, c'est qu'on a le drill through aussi. Donc, quand j'ai un visuel qui est connecté à une autre page qui me permet d'explorer le détail des données correspondantes, ici, par exemple, sur les pays, je viens survoler ce visuel, et là, j'ai la possibilité d'extraire le détail de ces données sur une autre page. Donc maintenant, on a les deux fonctionnalités qui viennent complémenter cette infobulle, drill down et drill through. Donc là, si j'ajoute aussi une catégorie ville, par exemple, sur mon visuel, je vais avoir les deux options qui sont présentées à moi dans cette infobulle, qui sont drill down. Je peux donc explorer dans la catégorie inférieure de cette visuelle, ou éventuellement me rediriger vers une autre page pour obtenir tous les détails que je souhaite sur ce pays en particulier. Et Voilà. si je voulais être mauvaise langue, je me dis que finalement, c'est peut-être pour préparer Power BI sur Mac, vu qu'il n'y a qu'un bouton sur la souris. Ah oui, peut-être. On pourrait potentiellement Moi, je pense aussi imaginer. que Jean-Pierre, c'est pour les utilisateurs de tablettes aussi, c'était un peu une galère. Et donc, même sur le téléphone, c'était assez compliqué. Donc, ça marche plutôt pas mal maintenant quand on fait ça sur tablette, c'est chouette. Mais en tout cas, moi, ça fait 7 ans, plus de 7 ans que j'ai toujours pas compris les flèches en haut. Donc, je suis content qu'ils aient enfin trouvé une solution. C'était d'une simplicité indécente, mais très, très intéressante. Et question que je pourrais avoir, est-ce que ça, puisqu'on parlait de moderne, enfin, tooltip normal versus tooltip moderne, si tu fais un visual tooltip, qui n'est pas tout à fait la même chose, donc c'est celui où je fais un élément, est-ce qu'on a moyen de mixer ces drill down avec les visual tooltips? Non, alors justement, j'ai une autre page qui a des infobulles personnalisées. Et là, effectivement, on n'a pas ces propriétés complémentaires. Et en plus, alors, l'infobulle moderne, avec les capacités de drill down et drill through, sont uniquement disponibles sur un ensemble de visuels qui sont les plus classiques, qui sont clustered bar chart, clustered column chart, les lignes et puis également la table, il me semble. Voilà, on a peut-être 4 visuels maximum qui permettent cette capacité-là. Ok. Et dans le chat, Tristan nous dit qu'il y a aussi ça sur les tables et les matrices. Je vois que tu as une table. Oui, tout à fait. Table, voilà. Table matrice et puis les cluster chart, bar chart, column chart et line chart normalement. Ok, donc des petites nouveautés qu'on va certainement voir et revoir au fil des mois, puisque l'idée c'est d'avoir des améliorations et des éléments. Cool, intéressant. Alors après, il y en a une qui a un impact positif dans le nettoyage et la simplification. Là, on a une nouvelle fonctionnalité, donc deux belles fonctionnalités pour démarrer. On pourrait presque dire que
que c'est dans notre news, alors pas la vise du mois, puisque là, c'est pas une vise particulière, mais que ça pourrait être la nouveauté visuelle qu'on a ce mois-ci, parce que finalement, vous me confirmez, hein, dans les visuels, il n'y a pas eu de choses qui vous ont tapé dans l'œil ou qui ont retenu votre attention, Philippe ou David, sur les visuels? Ouais, pas grand-chose effectivement qui a retenu l'attention sur les visuels. Il n'y a pas eu d'amélioration particulière, en tout cas pas sur les visuels classiques de Power BI, quoi. Ceux du store, bien sûr, il y a des améliorations. Mais bon, perso, je n'utilise peu, donc bon, j'aurais pas trop à dire dessus. Ouais. Tu surveilles, toi, Philippe, les visuels qui peuvent arriver dans le store. Donc, il est arrivé que dans des émissions, on en mette en avant. Je me souviens celle qu'avait montré Dimitri, qui adore les contrôleurs de gestion et les métiers du chiffre et les comptables pour formater des tableaux. Est-ce que toi, tu utilises des custom visuels, des choses qui viennent de l'AppSource? D'ailleurs, je ne sais même pas quelle est sa version française à l'AppSource. Ouais. Mais je crois que c'est absurde, il me semble. Ou le magasin. Non, j'en utilise pas pour ma part. J'ai fait le choix d'essayer comme j'ai beaucoup d'utilisateurs dans mes projets qui sont plutôt, qui sont pas des analystes, des gens très portés sur l'analyse. Donc j'essaie de me contenter, et la plupart du temps ça suffit, aux visuels qui sont fournis en standard. Euh, Tu sais, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans une des sessions, celle de 2019 de Strasbourg, j'avais expliqué qu'il faut quelques secondes pour bien comprendre, je crois que c'est 10 secondes pour bien comprendre un visuel. Et je trouve que certains visuels sont tellement complexes que les gens on les perd un peu. Donc j'essaye de toujours me focaliser sur des visuels que les gens connaissent. Je sais que Tristan, lui, par exemple, il adore le squatter, tu sais, celui avec toutes les bulles dans tous les sens, avec les 4 ou 5 axes de lecture. Typiquement, moi, je perds tous les utilisateurs quand je les mets. Donc, c'est bien quand on est des vrais spécialistes de l'analyse, où on a besoin d'avoir cette capacité d'analyse 4 ou 5 dimensions en même temps. Mais la plupart du temps, j'essaie de rester au plus proche des choses, des courbes, pas des histogrammes, c'est pas des courbes à barres, parce que c'est pas des histogrammes, c'est différent. Euh, le donut, j'évite le camembert, je ne vais pas rentrer dans les polémiques, mais généralement, la jauge, les indicateurs numériques apparaissent. Voilà, c'est à peu près, je tombe beaucoup sur cela, Ok. mais rarement sur. J'évite parce que d'abord, en plus, il faut un temps fou pour dire tiens, lequel je vais prendre. Et puis après, il faut trouver le moyen de l'acheter, demander au client de l'acheter, etc. On rentre dans des polémiques et des délais un peu trop longs après, et on prend du retard. Donc non, je me contente de l'essentiel. Mais c'est ça qui est intéressant en fait au fil des émissions qu'on fait et d'avoir vos retours à nos invités, c'est que voilà, il y a ceux qui vont vraiment fouiller tous les mois, essayer de voir ce qu'il y a de nouveau et de trouver le visuel qui sera arrivé. Ce qui est très fondé, ce que tu nous dis, Philippe, de rester un peu plus basique pour justement gagner ce temps de vouloir toujours chercher la nouveauté et puis de se concentrer sur les éléments basiques. Ok, de toute façon, c'est vrai que dans les visuels, il n'y en a pas eu beaucoup ce mois-ci. Je n'ai pas montré les stats, hein, mais on est sur une très très petite release de Power BI sur ce mois d'avril. Je pense que les équipes de Microsoft sont aussi en vacances. Euh, donc, euh, on n'a pas vraiment de visuel qui ressort, si ce n'est, mine de rien, cette évolution des tooltips qui est très très intéressante, David. Ouais, et Philippe, toi, est-ce que tu as... oui, pardon. ouais, en plus, au niveau des tooltips, une nouveauté, c'est qu'on peut personnaliser l'arrière-plan, la police, la taille, etc. de notre infobulle, quoi, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Une nouvelle une évolution du panneau de formatage Oui. qui a fait polémique dont on parle depuis quelques mois déjà. En effet, donc moderne tooltip. Et Philippe, si toi, tu avais, si on reste un peu dans les choses visuelles, d'ergonomie d'un rapport, qu'est-ce qui t'a plu là dans cette release? Est-ce que tu as vu une autre nouveauté qui te plaît plutôt pas mal? Alors, j'ai vu, tu dis, hein, c'est un petit mois pour les nouveautés. Il y a un truc qu'ils ont rappelé, c'est qu'ils ont amélioré vraiment à la marge l'affichage mobile. Et moi, je voudrais revenir dessus parce que c'est quelque chose que moi j'apprécie énormément, de pouvoir avoir mon rapport Power BI dans le téléphone et de profiter d'un form factor, etc. Donc, je fais un retour parce que moi, ça m'intéressait depuis longtemps. Je trouvais qu'on manquait de flexibilité de paramétrage. Il avait annoncé il y a un peu plus d'un an qu'on l'aurait en septembre 2021. Et ils l'ont sorti il y a 2 mois, donc ils continuent à améliorer. Donc ce qui m'intéresse moi beaucoup, c'est la possibilité de personnaliser, d'améliorer la personnalisation de l'affichage en mode mobile
des rapports. Je peux te montrer un petit peu. Tu nous fais une petite démo. Alors, c'est vrai qu'on ne parle pas souvent, ou en tout cas pas assez du mobile, mais mine de rien, ça évolue. Et justement, on parlait du moderne tooltip qui peut-être est pour le tactile. Mais en fait, le mobile évolue en permanence. Tu nous fais une petite démo? Oui, je vais essayer de partager mon écran. J'ai l'impression que ma machine, elle est un peu lente aujourd'hui, ce soir. Elle n'a pas envie. Je ne sais pas si vous voyez là. Oui, on voit On très voit. très bien, c'est parfait. Bon, c'est parfait. Donc voilà, je vais vous afficher mon téléphone. Voilà. J'ai préparé un petit rapport très basique, hein. Voilà, donc les rapports, ils sont destinés à être en mode paysage, en 16/9 hein, pour le PC. Et voilà, ça c'est bien. C'est bien, mais tu vois, c'est pas ergonomique, il faut scroller, etc. Et je vous ai préparé, si je le mets en vertical, alors c'est encore pire, dans le genre, tout petit, on peut pas faire pire. Mais je vous ai préparé une page où j'ai personnalisé ça, c'est la page district. Là, j'ai présenté. Voilà, donc ça, c'est pas la forme, c'est pas la forme horizontale. Voilà, ça c'est la forme horizontale avec son scroll. Donc autant vous dire qu'au niveau du téléphone, c'est vraiment pas l'idéal. Par contre, quand on le met en mode vertical, voilà, là c'est beaucoup plus facile. J'ai mis un petit squatter pour Tristan, lui qui aime bien les petites bulles là. Donc voilà, j'en ai mis un comme ça et on pourra jouer avec. Donc on conserve l'expérience. Alors comment est-ce qu'on fait et où est la nouveauté? Je vais afficher mon petit rapport. Donc ici, ça c'est celui où j'avais déjà préparé. Voilà. Donc on a la vue mobile, ça, il n'y a rien de nouveau. Allez, voilà, un peu de lenteur. Donc ça c'est la vue mobile. Et comment est-ce qu'on fait? Donc ça c'est ce que j'ai dessiné. Et comment on fait? Je vais prendre une page vierge. Voilà. On prend les éléments qui sont sur le rapport et on les déplace simplement ici. On les redimensionne. Voilà, hop. J'en positionne un autre. Et la nouveauté d'il y a 2 mois, vous voyez, c'est cette partie-là qui n'existait pas. Où par exemple, je vais lui dire que je vais faire quoi? Tiens, je vais mettre une bordure. Hop, ou un fond, tiens, la bordure, elle est là. Et je l'active, je choisis sa couleur, etc. Et à partir du moment où c'est personnalisé, vous voyez, là, il met un petit, c'est tout petit, hein, je vous l'accorde, un petit symbole téléphone pour vous dire, attention, cet élément ne suit pas la logique de la page principale destinée à la page web, à la tablette, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui sera propre à la partie mobile. Donc, on peut positionner les différents graphiques comme ça et les personnaliser. Et c'est pas mal. Moi, je trouve ça vraiment pas mal de pouvoir avoir dans son téléphone à n'importe quel moment, surtout si c'est un décideur ou des gens comme ça qui ont vraiment pas le temps, de pouvoir attraper simplement le téléphone et de pouvoir avoir son rapport dans le téléphone de manière visuelle, interactive. On conserve l'interactivité. C'est d'ailleurs la nouveauté de ce mois. Ils ont amélioré l'interactivité au niveau du mobile. Voilà ce que je voulais vous dire. D'accord, donc on a l'expérience mobile. Alors, ce sera intéressant, n'hésitez pas dans le chat à nous faire des retours si c'est quelque chose que vous voyez beaucoup chez les clients, mais en tout cas, ça s'enrichit de plus en plus pour arriver. Je ne vais pas dire à une parité parce que de toute façon, on n'a pas le même form factor, donc ça n'a pas forcément de sens de viser la parité, mais en tout cas d'avoir une richesse fonctionnelle presque aussi bonne en mobile que sur une page web. Ça serait intéressant de faire un petit sondage si quelqu'un veut se lancer et a les droits de créer un petit sondage pour savoir qui utilise les fonctionnalités mobiles de Power BI dans ses rapports. J'ai cru voir aussi passer un petit truc là sur le mobile, Philippe. Je ne sais pas si tu as jeté un œil ou si tu as regardé deux mots, c'était les notifications push. Alors, très lié aux goals. Les goals, on en parle depuis des mois parce que c'est vraiment la grosse fonctionnalité qui s'enrichit mois après mois. Mais visiblement, sur le mobile, il y a la notion de notification push. Mais je t'en parlerai pas, je vais regarder ça en exclusivité. On a une session le 5 février, 5 juillet, pardon. Le 5 juillet Oui, ça fait un peu tard. Ouais, le 5 juillet prochain, là-dessus, on va vous faire une session complète
sur la traduction française des goals, c'est les objectifs. On va vous faire un récap et je vous promets de vous montrer ce qui se passe sur le téléphone. Un dossier, parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé, mais c'était par petits bouts à droite à gauche dans différentes conférences, dans les nouveautés. Donc là, un dossier qui arrive. Non, je crois que tu voulais ajouter quelque chose, Guillaume. Non, pardon. On va faire un petit récap global sur tout le truc. On va faire l'état des lieux avec David le 5 juillet. Ce qui me permet de glisser. Tu me permets juste, je glisse aussi tant que je fais ma pub. Le 17 mai, on a une session sur les rapports paginés à Strasbourg en présentiel et à distance. Voilà, je fais ma petite pub. C'est vrai qu'on n'a pas mis l'agenda, l'agenda des prochains meet-up, mais vous pouvez le trouver sur clubpowerbi.com et vous aurez l'agenda des prochains meet-up. Alors moi, j'ai quand même une remarque, et donc ce sera une question pour votre prochain meet-up à Strasbourg, quand vous traiterez des objectifs, c'est est-ce que finalement, le fait que maintenant il y ait les notifications push dans les objectifs, hein, donc sur le téléphone, est-ce qu'on n'est pas en train de totalement remplacer les data alerts qui avaient un avantage, mais qui avaient aussi plein d'inconvénients et d'éléments de limitation. Donc, est-ce que finalement, maintenant qu'avec les objectifs, on a les push notifications, est-ce que j'ai encore besoin des data alerts? Voilà. Vous avez 2 mois pour y réfléchir à répondre à la question lors de votre meet-up. Mais si vous voulez en parler dans le chat, hein, s'il y en a qui ont des avis, allez-y, lançons le débat. Merci Philippe pour ce point. Alors, il y a une séquence qu'on a tout le temps, c'est qu'on essaie de trouver un truc qui ne va pas bien. Donc là, on a trouvé quand même des nouveautés, c'est intéressant, mais il y a la séquence de la polémique du mois. Alors, est-ce que l'un de vous deux a une polémique ou un truc qui est un irritant, qui l'énerve, qui aimerait bien râler un petit peu? Microsoft nous écoute ou pas? Je ne sais pas, on verra. D'ailleurs, Jean-Pierre, en parlant de Microsoft, on a peut-être oublié un petit élément. C'est qu'il faut leur rappeler qu'on n'a pas fait en début d'émission, mais qu'ils nous accompagnent. Hein. Ouais, je préfère le faire maintenant, parce que voilà, hein, ils seront notre sponsor, entre guillemets, sur cette émission et d'autres choses. Et donc, c'est un peu grâce à eux aussi qu'on a ces magnifiques jingles que je remets, tiens. Voilà. Donc la polémique, c'est qu'il n'y a pas de polémique. Non, je plaisante. Non, bien évidemment, on est là aussi pour avoir un esprit critique sur ce qui peut arriver. David, je suis sûr qu'il y a un truc qui t'agace ces temps-ci et que tu aimerais remonter, alors, qui n'est peut-être pas forcément une nouveauté, mais en tout cas, que tu aimerais sortir au grand jour aujourd'hui. Ouais, je pense qu'il y a eu une petite correction qui a été faite, qui a été passée en tant que nouveauté ou amélioration, mais c'est la navigation le visuel qui est de type navigation, qui est assez récent dans Power BI. On a maintenant la possibilité d'utiliser des boutons pour naviguer d'une page à une autre, mais aussi afficher des signets. Et on a une nouvelle fonctionnalité qui est depuis quelques mois maintenant, avec l'ensemble de navigation, le groupe de boutons pour la navigation. Ouais. Et donc, à un certain moment, quand on avait 2 groupes de navigation de signés, quand on sélectionnait un et qu'ensuite on sélectionnait sur le deuxième groupe, le premier signet se désélectionnait. Donc, on n'avait qu'un seul signet de sélectionner. Je vais partager mon écran, je vais montrer un petit peu de quoi on parle exactement. Comme ça, ce sera un peu plus clair. Donc, en fait, c'est tel que Microsoft le dit, parce que de ce que tu me dis, ça avec, c'est Bookmark Navigators no show the last selected bookmark per group, hein, c'est ça? Oui, tout à fait, voilà, c'est ça. Donc, depuis un certain temps, on a la possibilité d'afficher donc une barre de navigation qui prend en considération soit des signets, des bookmarks, soit des pages pour pouvoir naviguer très facilement donc entre les pages ou éventuellement d'un signet à un autre signet. Le problème, c'est que quand on a 2 groupes de navigation comme ça, et qu'on essaye de sélectionner sur les 2 groupes, il y en a toujours un qui va être désélectionné. Par contre, ça ne change pas, les signets restent appliqués, mais on perd la visualisation de l'application. Enfin, on perd la visualisation de ce qui est sélectionné. Et donc, effectivement, la nouveauté principale, si je reprends la communication qui a été faite, voilà. Donc, quand on a 2 groupes de signés, on en sélectionne un, et quand on essaye de sélectionner un deuxième, le deuxième disparaît, il n'est plus sélectionné. Alors que maintenant, on peut avoir les 2 groupes de signés qui sont tous les 2 sélectionnés
et donc qui affiche clairement ce que l'on est en train de voir. Voilà, donc ça, pour moi, c'est plus la correction d'un bug. Et enfin, on a quelque chose qui fonctionne correctement, puisque avant, bon, c'était un petit peu agaçant de perdre la visibilité sur ce que l'on avait sélectionné en tant que signé, quoi. Ouais, donc, en fait, ce qu'on se dit, c'est que le diable est dans les détails, qu'on avait une super fonctionnalité, les bookmarks, hein, qui est pas toute jeune, mais qui résout plein de problèmes. Mais il y avait des choses, des petits irritants, des petits agaçants avec ce type de bug, parce que tel que tu me le décris, moi je dirais que c'est un bug. Oui, tout à fait, c'était ça. Et donc là, en fait, la petite polémique, c'est que finalement, on nous fait passer une correction de bug juste pour un nouveau comportement, une nouvelle fonctionnalité, en fait, un peu. Oui, tout à fait, ouais. Voilà, c'est Good. une des nouvelles fonctionnalités qui est présente ici, Navigator, Page Navigator, Bookmark Navigator. Voilà, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Il y avait ce petit bug qui était assez agaçant. Et enfin, ils l'ont corrigé. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle plutôt. Bon, les mauvaises langues, on entend souvent quand on parle des produits Microsoft qu'il faut toujours attendre les N versions pour utiliser les fonctionnalités. Donc ça fait que confirmer en tout cas dans ce sens-là. Mais ce qui est bien, c'est que maintenant on a quelque chose qui avance en permanence. Bon bah voilà, il y a des choses, des petits irritants. On essaye de trouver une parade et souvent quelques mois après, on a le correctif qui arrive. Je suis sûr que vous avez plein d'exemples comme ça. Vous deux, nos invités, mais Guillaume ou les autres dans le chat, on a tous un exemple de quelque chose qui est irritant et puis un jour on ne fait pas gaffe et pouf, c'est corrigé et c'est bien aussi de le mettre comme étant entre guillemets une nouveauté ou en tout cas de noter ça. Je rebondis sur ce que disait Jean-Pierre hein, sur le chat Tristan, et je partage à 3 millions de pourcents son avis. L'axe des X, l'axe des Y dans un simple tableau classique, machin. Avant, ça s'appelait valeur. Maintenant, ça s'appelle axe des Y. Ah oui. Pourquoi pas? Je trouve ça assez déconcertant. Et la com est passée totalement inaperçue, ou presque. Donc, genre de truc un petit peu aussi pour moi qui mérite un petit peu. Ouais, ouais. Alors c'est vrai, ça c'est une bonne remarque, effectivement, Guillaume. Je faisais une formation aujourd'hui Power BI et je montrais justement à l'utilisateur comment utiliser ce visuel. Et donc, je cherchais à placer dans le champ des valeurs hein, ma mesure calculée. Et je trouvais pas la mesure, enfin, je trouvais pas le champ valeur. Et en fait, c'est vrai que ça a été changé en axe Y, et ça a été assez troublant, effectivement. Ouais. Et je me permets de rajouter un dernier élément. Vous remarquerez, j'ai fait l'exercice sur 3, 4 versions enchaînées. Juste le nom d'un champ, d'une fonction, d'un groupe peut changer d'une version à une autre, mais tous les mois. Une fois, ça s'appelle, je sais pas, mise en page, après, c'est mise en machin, Et la traduction à chaque fois change, le mot change, et c'est parfois un petit peu déconcertant. En plus, que nous ont sorti le nouveau volet de navigation, qui est très bien, mais les noms des fonctions changent, c'est assez perturbant pour l'utilisateur final. C'est assez Il fait pénible. polémique ce nouveau panneau. Oui. Je vais me faire un peu l'avocat du produit. Alors peut-être parce que j'ai un joli t-shirt jaune, je ne sais pas. Mais au final, c'est que c'est un irritant. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je me suis déjà fait aussi avoir à pas retrouver une fonctionnalité juste parce elle a changé de menu ou elle a été renommée. Mais Mina, vous en conviendrez que on retrouve nos petits très très facilement quand même. C'est hyper intuitif, Jean-Pierre, c'est clairement hyper intuitif. C'est assez intuitif quand même. C'est très même Donc au c'est quand même final, plutôt bien voilà. pensé. C'est que Le c'est- seul c'est- reproche qu'on peut faire, c'est quand ils ont sorti, par exemple, le nouveau volet de format, il y a des fonctionnalités qui avaient totalement disparu, et quand on repassait dans l'ancien format, elles réapparaissaient. Ça reste du preview, certes, mais ça reste du preview très preview quand même. Hein, c'est du preview version -0. Donc finalement, on est en plein dans la polémique, mais on n'ira pas plus loin. Mais en effet, voilà, c'est quelque chose qu'on dit quand même depuis quelques mois, c'est qu'au final, ben oui, il y a toujours des petites choses pour nous gâcher la vie et on s'attendrait à ce que tout soit parfait. On aimerait que tout soit parfait. Donc après, je vous laisse juste de savoir si il aurait fallu ou il n'y a qu'à faire comme ça. Voilà. Donc au final, c'est vrai que c'est un irritant. Ça, par contre, on en convient tous. C'est assez intuitif. Donc en général, hein, on n'est pas non plus bloqué et on n'a pas une rupture de service pendant des mois ou des semaines. Et au final, tout est bien qui finit bien quelques mois après. Donc peut-être faut-il être juste patient. Alors on parle de Power BI, mais on a une séquence quand même, Guillaume, notre chroniqueur reporter. Tu nous fais d'habitude le petit tour du web. Donc je te laisse mettre le jingle. Une petite revue de presse. Ouais, rapide, effectivement, je vais partager mon écran. Alors, j'ai fait simple aujourd'hui, et d'ailleurs, Jean-Pierre, tu vas peut-être sourire parce que j'ai repris quelques idées partagées. Euh,
il y a beaucoup de news et j'ai essayé de sortir un peu du blog Power BI où on voit beaucoup de choses. Bon, il y a un fil d'actu que tout le monde connaît, un petit oiseau bleu pour pas le citer, donc j'ai partagé mon écran. Et sur cet écran, si j'arrive à partager mon écran, c'est super. Voilà, veut-il le faire? Partager. Il a mis un peu de temps à apparaître, le menu Teams. Teams et Power BI parfois se marient pas très très bien. Je préfère le préciser. Euh, un petit article qui est sorti, enfin un petit post comme ça qui me paraissait assez intéressant. C'est, vous savez, quand on a 10, 40, 50, 100 mesures, peu importe, dans un rapport, eh bien, souvent, on se dit, ouais, mais la règle de gestion, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a mis derrière les gross sales? Comment il calcule ça? Comment il a fait son filtre, etc. Eh bien, un petit truc qu'on pourrait utiliser un outil tierce ou un outil externe. Alors, il y a une polémique là-dessus aussi, entre guillemets, entre le mot tierce et externe. Eh bien, je vais prendre un petit tabular editor. Et il y a des petites fonctionnalités comme ça qui sont un peu cachées. Alors, je vais le faire de deux manières. Je vais prendre un petit exemple, mais tout bête. Dans une mesure, aujourd'hui, il y a des choses qu'on utilise peu ou prou. Et ben dans Power BI, dans un modèle relationnel, quand on se met par exemple sur une mesure tout à fait lambda, on a ce champ description aujourd'hui qui est peu ou prou utilisé. Eh bien, on se dit, alors si on a 350 mesures, 50 mesures ou 20 mesures, ça va être difficile à chaque fois de recopier le DAX dedans. Eh bien, grâce à un outil tierce, pour ne pas le citer, notre fameux tabular editor, je pense que je ne partage pas mon écran en fait, tout simplement. C'est pour ça que vous ne voyez pas mon écran. Si je partageais mon écran, pardon. Son écran, t'inquiète. Pardon, tout va bien. Et donc, dans cet outil tierce, eh bien, on peut utiliser du langage, entre guillemets, enfin le langage C, peu importe, et qui va nous permettre de faire des petites choses et donc d'automatiser ce traitement. C'est un peu ce qu'explique ici ce petit post qui est très bien foutu. Et donc, quand on va cliquer dessus, alors vous connaissez tous Tabular Editor avec le langage qu'on peut optimiser, les fameux scripts. Et ce fameux script m'a permis, par exemple, de récupérer dans chacune des mesures le code DAX et de venir l'insérer dans cette zone de description qui va permettre, et bien, comme le fait très très bien cette animation GIF, quand on passe sa souris sur la mesure, récupérer le code ou autre chose d'ailleurs. Mais je trouvais cette fonctionnalité intéressante. Donc, tiens, cet article vaut d'être mis en lumière. Et voilà, je voulais le mettre en lumière, c'est la première chose. La deuxième chose, oui, pardon. Donc, ce qui est intéressant, c'est que en faisant un peu le tour du web, alors sans faire la promotion de certains réseaux sociaux, mais en fait, en allant suivre différentes personnes, on apprend des tips. Deux, en plus, donc, parce qu'il y a juste le tips déjà d'afficher le code DAX dans la description pour gagner du temps ou simplifier quand on est éditeur de rapport. Mais en plus, ça peut nous partager du code pour automatiser tout ça. Exactement. Donc, la moralité, c'est construisez votre réseau et suivez 3-4 tips, même si peut-être tu nous en partageras tous les mois ce type de tips. J'en partagerai. J'essaie de faire ce travail-là, effectivement, qui est hyper intéressant. Et puis, l'autre qui est passé pas tout à fait inaperçu. Alors, c'est peut-être un peu technique, qui a été édité ni plus ni moins qu'hier. Mais je trouve ça. Alors, moi, je suis du coin du nord de France. Alors, des fois, l'anglais, c'est pas évident. Donc, on a une bonne solution, c'est de faire tout simplement traduire en français, ce qui est quand même plus simple. Et je vous épargnerai de mon anglais extraordinaire, qui est la gestion des modèles avancés que tout le monde parle. Et aujourd'hui, en fait, ils se sont intéressés dans cet article très bien, qui a été rerouté par pas mal de réseaux, mais j'ai repris l'origine du site, donc qui n'est pas sur le blog Power BI, qui est dans la doc, qui est un peu plus fourni et difficile à trouver. Et bien ici, on va parler de ce fameux Data Model Management avancé, donc les modèles avancés, ils ont mis un flux en fait qui permet de comprendre l'interaction de Power BI avec tous les outils tierces et ou externes. Je dis bien les deux mots parce que dans l'article, c'est bien précisé qu'il y avait cette mini polémique. Tout n'est pas un tiers, n'est pas forcément un externe, et un externe n'est pas forcément un tiers, et dans les deux sens. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Je ne vais pas vous faire la synthèse de cet article avec le XMLA, etc. Mais je trouve que c'est vachement complet. Et pour quelqu'un même qui n'est pas totalement très technique, va comprendre dans cet article l'interaction. Et on peut partir, bizarrement, je vais vous dire un truc, on peut partir presque de s'affranchir d'un Power BI desktop pour bâtir son jeu de données avec uniquement l'outil qu'on vient de voir, Tabular Editor en partie. Et on peut faire des trucs très intéressants. Donc je vais me permettre de vous partager les liens dans le chat, bien évidemment. Ces deux articles, moi, je trouve ça hyper intéressant. Et ça permet aussi, encore une fois, alors c'est pas vraiment un tips, mais c'est d'avoir une vision globale sur des choses qu'on n'aurait pas forcément le temps de voir si on est dans le quotidien d'une production de Power BI. Voilà, c'était juste ce que je voulais vous partager pour le moment. Et je trouvais ça hyper intéressant. C'est toujours intéressant d'aller voir ce qui se passe ailleurs, que ce soit dans la communauté
Donc ça peut être chez nous aussi, hein, potentiellement. Si vous voulez partager des choses, n'hésitez pas. Vous envoyez tout à Guillaume et il en fera un petit peu de promotion, en tout cas la mise en avant, si vous avez un tips ou quelque chose qui peut être partagé. Donc c'est toujours bien de faire ça, être très très enrichissant. D'ailleurs, Jean-Pierre, je me permets en parlant de tips, juste un truc, c'est que je vais faire aussi une petite pop pour le club Power BI. Au mois de mai, on va dédier une session avec Julie sur tous ces tips oubliés dans Power BI, des choses qu'on ne sait plus, qu'on ne sait pas, qu'on ignore et qui parfois nous faire gagner du temps incroyable de production. Donc c'est pareil, il y a plein de choses qui vont se en fait sur ce meet-up-là. Donc on n'en parlera pas de ça forcément, mais on parlera de d'autres petits tips qu'on a totalement oubliés, qui datent de Mathusalem et qu'on n'utilise plus ou pas, ou qu'on n'a jamais utilisé. Toujours intéressant les tips, les sessions de tips. On revient aux nouveautés quand même, parce que les tips oubliés n'ont rien de nouveau, même si c'est important d'en parler. Une petite nouveauté, il nous reste quelques minutes pour aborder une nouveauté. D'habitude, on a toujours le connecteur du mois. Alors moi, je suis allé voir la liste des connecteurs. Moi, il n'y a rien, j'ai rien trouvé de très croustillant à se mettre sous la dent. David ou Philippe, peut-être, tu as peut-être des choses là-dessus que tu as repérées, en tout cas dans tout cet aspect connectivité. Oui, c'est une news, je crois, qui date de mardi dernier, dans la nuit de lundi à mardi, si j'ai bonne mémoire. Il nous annonce, alors c'est une annonce, pour l'instant j'ai essayé de le tester, par ça a l'air d'être une brique d'un truc. Et quand on va analyser dans Excel, tu sais, quand on utilise analyser Excel, c'est vieux, hein, il nous fallait le driver ou les DB depuis les années 2000. On est aussi vieux tous les deux pour le connaître, ce petit driver ou les DB, qui permet effectivement de pouvoir attaquer depuis Excel un moteur, un cube SSAS, tabulaire ou multisim à l'époque. Et a priori, ils ont trouvé une façon, j'attends de voir, je suis vraiment très curieux, de pouvoir se passer de l'installation de ce driver, de ce provider. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de clients, j'ai du mal parce que ils ne sont pas admis de la machine, il faut être administrateur, ça ne s'installe pas, il faut aller voir l'IT pour essayer de faire valoir, il faut justifier pendant des heures de l'importance de la chose, etc. C'est beaucoup d'énergie perdue. Et a priori, ce qu'ils disent dans l'article, j'ai testé, ça ne marche pas, c'est pas encore sec, c'est pas... Non. Non, Philippe, je me permets, c'est en cours de distribution dans une release qui va arriver dans la suite, parce qu'en fait, quand tu veux faire analyser dans Excel, ça va s'enregistrer a priori. C'est ça que tu parles sur le OneDrive Business. Oui, et en fait, le connecteur est embarqué dans le Excel online. Et en fait, c'est pour ça. Mais c'est en cours de distribution et en fonction de vos releases de la suite Office que vous avez, c'est pas forcément encore distribué. Alors, si tu regardes bien, ça va un peu plus loin. Donc, effectivement, depuis quelques mois, Microsoft avait bien annoncé que la version Excel dans le web supportait des connecteurs nativement. Effectivement, en le déposant dans OneDrive for Business, on va pouvoir ouvrir dans Excel pour le web et travailler. Alors, jusqu'à présent, il fallait d'abord le faire sur Excel, sur ton poste, et le publier sur OneDrive et pouvoir l'ouvrir dans Excel pour le web. Ce qu'ils annoncent aujourd'hui, ce que j'ai compris, c'est le dernier paragraphe, et c'est celui-là qui m'a intéressé, c'est qu'en faisant ça, quand tu vas le réouvrir dans le desktop, dans Excel du bureau, tu pourras te passer à ce moment-là du provider. Oui. Et ça, je suis curieux de savoir comment ils ont fait, parce que autant je connais bien la technique aujourd'hui, la nouvelle technique, je suis curieux de savoir comment ils vont se débrouiller pour nous. En fait, la théorie, c'est encore une fois, ce que c'est important, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est qu'en fait, en le déposant sur OneDrive for Business, le fait de l'ouvrir depuis l'application de bureau, tu n'ouvres pas un fichier Excel en local, tu fais juste simplement, entre guillemets, le desktop Excel, entre guillemets, va simplement d'être un interpréteur graphique, on va dire ça comme ça, mais il va simplement aller lire le fichier qui est déjà sur OneDrive, qui lui embarque le pilote. Et elle est là toute la nouveauté. Et je pense aussi, je crois, que par rapport à Mac, il y a aussi un truc qui se dessine. Et sans pure spéculation de ma part sur votre discussion là, de savoir si c'est le driver qui a changé ou le mode d'usage, mais je pense que dans tous les cas, il y a quelque chose qui a changé dans la machinerie, puisque la technologie OLEDB, si on regarde la doc d'il y a plus de 10 ans, c'était écrit noir sur blanc, ne jamais faire tourner sur un serveur. Donc, ça m'étonnerait que Microsoft fasse tourner. Donc, je pense qu'ils ont changé la technologie de base. Et en effet, tu as raison, Guillaume, on peut imaginer, on sait très bien que l'idée, c'est qu'aujourd'hui,
On doit pouvoir ouvrir toutes ces applications depuis n'importe quel device. Donc, globalement, en gros, c'est du web partout, hein, pour le coup. Hein, et donc, demain, peut-être d'avoir aussi la disponibilité de ça sous Mac, qui, pour le coup, vu que LDB est une technologie Windows, ne pourra jamais marcher sur un Mac. Donc, Exactement. en tout cas, si on lit entre les lignes, et c'est peut-être ce qu'il faut retenir de cette news, c'est qu'en dehors de fonctionnellement ce que ça change, c'est qu'il y a peut-être des choses à lire entre les lignes sur les travaux de fond qui sont menés derrière. Je sais que le mois dernier, on parlait de potentiellement Power Query Online ou des choses comme ça qui pourraient arriver, qui pourraient militer pour aller vers le Mac potentiellement. Donc, c'est des choses intéressantes. On voit qu'il y a des travaux de fond. Et une petite news comme ça de savoir est-ce que ça ouvre depuis OneDrive ou avec le driver en local peut nous apporter des renseignements sur les travaux de fond qui pourront arriver dans les semaines, mois ou années à venir, puisqu'on voit bien que ça prend du temps. Intéressant. Oui. Donc, on a parlé de connectivité, mais pas cette fois-ci de Power BI qui se connecte à autre chose, mais d'autre chose qui se connecte à Power BI pour le coup. Il nous reste juste la question de la fin et on arrive au bout de cette émission. Merci messieurs d'y avoir participé. Donc la question que je pose à chaque fois aux invités pour quelques stats que je vais devoir consolider au bout de l'année, à la fin de l'année. Philippe et David, si vous deviez comme ça là, sans réfléchir, la fonctionnalité que vous utilisez le plus. Philippe, en premier. Sans réfléchir. Sans réfléchir je te dirais aucune parce que je trouve qu'elles sont toutes équilibrées, donc il n'y a pas de fonctionnalité que j'utilise plus. Finalement, je me rends compte que c'est un produit plutôt équilibré et tu passes pas du temps sur une fonctionnalité, mais tu les utilises toutes largement. Donc, j'en ai pas une de préférence ou tout le produit intégralement. D'accord. Et toi, David, est-ce qu'il y a un bouton sur lequel tu cliques plus que d'accoutumé? T'es en mute, David, t'es en mute. Pardon, ouais, je m'étais mis en mute. Donc moi, j'aime bien beaucoup Power Query, en fait. Je trouve que l'outil dans Power BI est très intéressant et très puissant. On peut faire pas mal de choses avec. Par contre, quand on construit des entrepôts de données, on n'a pas trop l'occasion d'utiliser Power Query, en fait. Et c'est ça que je trouve un peu regrettable parfois, c'est qu'on construit tout dans l'entrepôt de données, ce qui permet d'améliorer la performance, effectivement, de ce qu'on analyse. Mais moi, je perds bien sûr dans ce qu'on peut faire avec Power Query parce que c'est extrêmement riche et qu'on peut développer énormément de choses. Et il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas cet outil, qui ne savent pas que ça existe dans Excel et qui font des tâches manuelles qui leur prennent des heures, voire des jours, qui, avec Power Query, leur ferait gagner un temps énorme, quoi. Donc ça, je trouve ça un outil révolutionnaire et très puissant. Parfait. Merci, David. Je m'aperçois, je vous ai renvoyé vers les prochains meet-up qui arrivent, mais je m'aperçois qu'ils ne sont pas publiés sur le site Meetup. Il faut qu'on coche ça, mon cher Guillaume. Faut En qu'on tout cas, regarde vous ça, avez Jean. pu entendre les objectifs qui arriveront cet été du côté de Strasbourg, les tips oubliés du côté de Lille, encore du côté de Strasbourg, les rapports paginés, mais je crois savoir qu'il y a quelque chose autour des outils tiers ou externes. On verra ce qu'ils nous disent, eux, du côté de Bruxelles. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les cartons? Est-ce que tu en as que j'aurais oublié, Guillaume? Là, sans réfléchir. Celui de Paris, peut-être. Le tien, Paris, hein. Et suite de Paris, ça sera un Rex. J'ai pas encore le détail de la session qui arrive au mois de juin. Donc, vous avez encore un petit peu de temps. Allez, sur ce, je vous propose de couper et de terminer cette émission. On n'a toujours pas de jingle de fin, je sais plus. Hein. Non, mais on a-tu du début? Allez. Exactement. Et voilà. Encore merci à notre sponsor Microsoft. Ciao, ciao. Merci à tous. Ciao, ciao. Bonne soirée.